Bonjour, mesdames et messieurs, on va commencer. C'est maintenant le temps du panel du voyage aux développeurs. Et pour animer, on est chanceux d'avoir avec nous Mme Diane Martin, qui est animatrice, journaliste et intervieweuse indépendante. Je vais la laisser se présenter un petit peu et présenter le panel. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Steve. D'ailleurs, bravo, Steve, pour le travail de l'animation et puis aussi pour le travail de la série à la télé. Vraiment très bien. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour, oui, je m'appelle Diane, Diane Martin. On va passer le restant de l'après-midi ensemble. Je dois vous dire à quel point je suis contente d'être ici. Oui, je suis animatrice, journaliste, intervieweuse indépendante, mais pendant 20 ans à la télé, à la radio, normalement les 11 dernières années à la radio de Radio-Canada. Donc, pour moi, oui, le français, c'est important. C'est une langue de travail pour moi. C'est précieux, la langue, mais c'est aussi une culture. Et c'est une culture qui m'est très chère. Alors, de retrouver des gens comme ça, ici, de me retrouver entourée de gens pour qui c'est extrêmement important, ça me fait plaisir. Puis, deuxièmement, je voudrais juste partager très brièvement quelque chose avec vous. Dans le cadre de mon travail, depuis maintenant 6 ans, j'ai l'occasion à Québec d'animer la remise des insignes de l'Ordre des francophones d'Amérique au Salon Rouge donc du Parlement, de l'Assemblée nationale. Et c'est toujours très émouvant pour moi parce que je vois, donc, c'est le Conseil supérieur de la langue française qui décerne ces insignes à des gens qui se sont illustrés, des gens, des personnes ou encore des organisations qui se sont illustrées à travers le pays. D'une mare à l'autre, n'est-ce pas? Ou encore aussi à l'extérieur, donc ailleurs, à l'extérieur du pays, États-Unis ou ailleurs, qui sont illustrés pour le soutien du fait français. Et pour moi, c'est un honneur de présenter ces personnes-là et c'est aussi une grande émotion de les entendre ensuite prononcer leur discours d'acceptation, parce qu'ils le font, ce discours, avec tellement d'émotion, tellement de passion. Je vois à quel point le français est important pour eux, la survivance du français est importante, et non seulement survivre, mais se développer et fleurir. Alors moi, j'ai toujours rencontré ces gens-là à Québec, sur mon terrain, chez moi à Québec. Alors imaginez ma joie d'être ici, en territoire francophone, résilient ici, dans l'ouest du pays. Alors c'est un grand plaisir. Je suis arrivée à minuit et demi hier soir, je n'ai rien vu de Grande Prairie. J'espère bien pouvoir me reprendre d'ici à mon départ, mais quand même, j'étais ici ce matin et j'ai eu l'occasion d'assister à toutes les présentations qui étaient faites et ma foi, c'est ahurissant, j'en reviens pas de voir à quel point il y a de cette volonté, il y a des exemples qui ont été donnés, c'est extraordinaire. Alors, tout ça pour dire que je ne suis pas toute seule, je vais vous présenter nos panélistes dans quelques instants, mais ce panel s'inscrit à l'intérieur d'une activité plus générale qu'on va vivre ensemble, dans le sens que vous avez vu dans le programme qu'il y a un café citoyen, donc vous allez avoir l'occasion de discuter ensemble. Il faut que je trouve ma petite manette. Donc, ce café citoyen va vous amener un petit peu plus loin. Ce matin, on a eu la très bonne présentation de Paul Arsenault qui nous donnait les grandes bases, des choses sur lesquelles il faut s'arrêter pour bien concevoir nos circuits, nos routes touristiques. Cet après-midi, un peu plus tard aussi, vous avez des exemples, mais le panel de cet après-midi, non pas le panel, mais à la suite du panel, vous allez avoir l'occasion de discuter ensemble pour tenter de voir comment vous pouvez arrimer ces circuits-là à partir de vos histoires respectives dans vos régions. Et avec notre panel, on va allumer le cerveau sur le mode histoire et appropriation et fierté envers l'histoire. Mais avant ça, je vais vous parler un petit peu de vous, parce que c'est vous qui allez travailler une fois qu'on aura entendu les gens du panel. Alors, je vais voir si ça fonctionne. Eh bien oui, alors c'est donc le café citoyen, la francophonie pour mémoire, et donc Remembering the Francophonie, n'est-ce pas? Et on va arriver maintenant aux consignes très précises par rapport à votre café citoyen. C'est écrit là, mais je vous le dis en quelques mots. À la fin du panel, nous allons avoir 3 rondes de discussion. Pour chaque ronde, une question va vous être posée et ensemble, autour de la table, vous allez discuter, vous allez faire du remue-ménage ou brainstormer pour arriver aux idées. Bon, une fois que j'ai dit ça, là, normalement, tout être humain, normalement constitué, quand on va dans un lieu public, on s'assoit toujours avec des gens qu'on connaît déjà, c'est plus confortable, n'est-ce pas? Mais l'idée, et une dame le disait un peu plus tôt cet après-midi, c'est qu'on ne se parle pas assez après quand c'est fini, puis on ne se connaît pas assez. Alors, la règle de base, d'abord, pour former une table de discussion, c'est de s'assurer d'être avec un maximum de personnes qu'on ne connaît pas encore. Alors, la première chose qu'on va faire avant même de faire quoi que ce soit d'autre, ça va être à mon signal, dans quelques secondes, se lever et d'ailleurs se rapprocher parce que je trouve qu'il y a trop de tables. Et vous allez reformer des tables en vous assurant d'avoir le maximum de personnes que vous ne connaissez pas encore. OK? Alors, c'est le temps de changer de table. S'il vous plaît, tout le monde se lève, on se mélange
Et on apporte nos choses. Et il y a des tables de vide ici en avant. Ramenez-vous vers l'avant et assurez-vous d'avoir le moins de personnes connues. Rencontrer ces nouveaux amis. Vous vous êtes tous présentés. Formidable. Bon, alors on est prêt à continuer. Écoutez, j'ai noté ce matin parmi les nombreuses choses que disait Paul Arsenault, il parlait des grandes tendances touristiques, vous rappelez-vous? Il disait que dans les grandes tendances touristiques, dans les éléments se trouvait la recherche d'authenticité. L'expérience authentique, donc, c'est quoi? C'est unique, original, artistique, inventive, spontanée, réelle et en lien avec l'histoire, humaine, sincère et digne de confiance, non commerciale, simple, pas fausse. Intéressant, ça, quand on veut s'intéresser à l'histoire et voir comment on peut se servir de l'histoire. Je vous demande de garder ça en tête, finalement, parce que je trouve que c'est quand même un beau fil conducteur. Et sans plus tarder, je vous présente nos panélistes. Pourquoi nos panélistes? Parce que, justement, on va prendre le temps, on parle de la spécificité francophone depuis ce matin, mais on va se la faire raconter un peu, cette spécificité-là, pour ensuite rebondir, quand ce sera terminé, dans la salle et voir de votre côté comment vous pouvez identifier, vous aussi, les spécificités historiques francophones de vos coins de pays et comment miser là-dessus. Mais n'allons pas trop vite, commençons par le début. Je vous présente nos 3 panélistes, avec plaisir, et vous allez voir qu'on a 45 minutes en principe. On va voir comment on va arriver à faire rentrer. On ne parlera pas plus vite pour autant, mais on va s'assurer de faire rentrer un maximum d'informations. Alors, je vous présente avec grand plaisir sur la thématique du voyageur au développeur, c'est-à-dire les premiers qui sont arrivés, les voyageurs, et aujourd'hui, vous qui êtes des développeurs. Alors, sur cette thématique, je vous présente d'abord Michel Bouchard, qui est professeur d'anthropologie à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique. Il est originaire de la région de Rivière-la-Paix, au nord de l'Alberta. Il a notamment rédigé un mémoire de maîtrise sur la question de l'identité francophone de sa région natale. Et il est aussi co-auteur de l'œuvre historique Songs Upon the Rivers, et cet ouvrage étudie l'histoire des Canadiens et des Métis des Grands Lacs au Mississippi et jusqu'à l'océan Pacifique. D'ailleurs, il a plusieurs exemplaires de son livre. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller le voir un peu plus tard. Michel Bouchard, donc. Oui, vous pouvez l'applaudir. À ses côtés, Denis Perrault, qui est un véritable fils de l'Ouest. Il est né au Manitoba, il a grandi en Saskatchewan, il vit aujourd'hui en Alberta. Donc, passionné d'histoire depuis toujours, il est devenu historien et il assume depuis 4 ans la direction de la Société historique francophone de l'Alberta. Auparavant, il était à la direction de l'Association canadienne-française de l'Alberta. Alors, je vous présente Denis Perrault. Et je vous présente Denis Loriot, qui est né à Edmonton. Son parcours d'engagement pour le fait francophone est long et varié, mais pour les fins de ce panel, et puis pour faire plus court, je vais retenir plus particulièrement sa carrière au commissariat aux langues officielles, commencé en 1987 à titre d'agent régional responsable pour les enquêtes, la promotion et la liaison. C'est en 1989 qu'il est devenu le représentant du commissaire aux langues officielles pour l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et maintenant le Nunavut. Il a quitté ce poste et la fonction publique fédérale en avril 2017. Un bon 30 ans consacré à tout ça. Denis Loriot, bonjour. En passant, permettez-moi de vous dire que Denis, ça s'écrit D-E-N-I, pas d'S. Oui. Pourquoi? C'est mieux parce que, en réalité, j'ai changé ça en 1973, parce que tout le monde m'appelait Dennis, et puis ça me fatiguait énormément. Oui. Et puis, alors j'étais universitaire, puis les universitaires, souvent, sont un petit peu rebelles. Moi, c'était ma façon de le faire, puis ça a collé. C'est créatif, hein? On veut encourager le fait francophone. Et puis, je dis aussi que je suis spécial, alors c'est pour ça que c'est différent. Ça le confirme, c'est ça. Merci beaucoup. Bon, écoutez, c'est un enjeu quand même en à peu près un peu plus d'une demi-heure de faire toute l'histoire du fait francophone dans l'Ouest, mais on est audacieux, allons-y. Donc, ce panel de discussion pourra aussi s'appeler ce que vous n'avez jamais appris dans vos manuels d'histoire. C'est Denis Perrault qui me soufflait ça à l'oreille. Commençons avec Michel d'abord. Michel, les origines et l'établissement du fait français dans l'Ouest là, et en Alberta, pourriez-vous m'en dire 2-3 mots? Comment ça a commencé tout ça? Oui. Bien, plus que 2-3 mots, mais peut-être un
le détour. En Nouvelle-France, il y avait une industrie qui était rentable, c'était la traite des fourrures. Donc, il fallait aller chercher les fourrures. En 1701, tu as la grande paix de Montréal. Finalement, la question des guerres et des Iroquois, c'est plus ou moins terminé. Et à ce moment-là, on prend l'expansion, on fait une certaine consolidation dans la région des Grands Lacs. Donc, et 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a? Les premiers François métifs. Donc, on a l'émergence de cette population. Puis, ils n'étaient pas très souvent, ils aimaient aller vendre leur fourrure aux Anglais. Mais à un moment donné, il dit, bien, il y en a trop, il y a les coureurs de bois, il y a les compagnies, il faut aller plus loin. Donc, déjà, en 1727, on crée la Compagnie des Sioux pour aller faire dans le Wisconsin. Et ensuite, même là, ça n'a pas encore assez loin. Donc, il y a la vérandrie, la famille, qui décide de se pousser. Donc, ils se rendent finalement à ce qui serait le lac Winnipeg. Et tranquillement, pas vite, rendu aux années 1740, tu as toute une série de forts qui se retrouvent dans les prairies canadiennes, des forts comme Pasquaya, entre autres. Et à ce moment-là, ils étaient très efficaces que la compagnie, la Baie du Son, se disait, attendez un instant, comment se fait que les fourrures ne se rendent pas chez nous? Puis à ce moment-là, ils ont envoyé Henday. Anthony Henday a dit, va donc voir ce qui se passe là-bas. Puis là, il se rend compte, il passe les territoires, puis là, il se voit, ah, ces Français-là sont pas mal rusés. Ils parlent toutes 2 ou 3 langues autochtones, puis la seule chose qui nous sauve, qu'ils n'ont pas le tabac du Brésil. Sinon, on sera fait. Donc, ce qu'on voit, c'est cette volonté de pousser. Puis chaque fois que tu as plus ou moins la compagnie officielle, il y a toujours un coureur de bois un peu plus loin. Donc, par exemple, la vérandrie est en Missouri, puis ils disent, ah, bien, si tu vas 3 jours à cheval là-bas, il y a un vieux François qui est déjà établi là. Donc, on voit ces éléments. Puis on voit ça même après la conquête. En 1771, il y a un autre agent de la compagnie de Baie du Son qui se plaint et dit, il y a des Canadiens là-bas au lac Athabasca, le grand lac des esclaves, qui sont en train de prendre tous nos fourrures qui devraient venir chez nous. Ils offrent des meilleurs prix. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller s'établir là-bas. Donc, mais ce qui arrive, c'est les historiens, surtout anglophones, disent, bien, ça se peut pas. Comment se fait? Comment il se faisait pour amener le matériel? Donc, je pense qu'il y a de la recherche à faire pour dire, non. C'est une histoire, là, je pense, qui est plus riche que vous voulez l'admettre. Et sauf si vous regardez le CBC Canada History of A Story of Us, là, on oublie tout le monde, puis les vérandries, ça n'existait plus. Donc. OK. Donc, ça a commencé avec l'histoire des coureurs des bois, donc la traite des fourrures, le marché, ainsi de suite. Mais comment on en est venu à avoir justement une communauté francophone qui s'installe? Finalement, on comprend que si le français vient de l'est vers l'ouest, donc ce sont les coureurs des bois, donc les pères, le papa est francophone et la maman est autochtone. Là, il y a une communauté qui s'établit là. Oui. Mais ce qu'on oublie, c'est très souvent les liens se maintiennent. Donc, c'était le français qui était la langue d'usage parlée dans le traité fourrure. Et ça, c'est aussi vrai au Canada que c'est aux États-Unis. Donc, si tu allais d'un fort à l'autre fort, si tu parlais français, tu pouvais te débrouiller. Donc, très souvent, ce qui arrive, c'est tu ne voulais pas perdre ton français parce que c'était très utile, mais c'est aussi commode d'apprendre le cri, ou dans le cas de Toussaint Charbonneau, apprendre le hidatsa. Donc, c'était très souvent, si tu avais un canot avec 15 voyageurs, absolument, tu parlais au moins 20 ou 30 langues autochtones, parce que chacun parlait une différente langue. Donc, très souvent, on mettait 2 ou 3 voyageurs ensemble pour faire des chaînes de traduction, et très souvent, les populations, les nations autochtones aussi parlaient une autre langue ou 2 autres langues. Donc, c'est de cette façon, mais c'était le français qui était plus ou moins le fil conducteur qui permettait à tous ces voyageurs à se communiquer entre eux. Oui, et donc il s'est tranquillement organisé une communauté franco-catholique, aussi il y avait la religion qui se greffait à tout ça, donc avec toutes ces langues autochtones, mais le français restait le fait le plus important. Finalement, nous sommes tous liés en quelque sorte par les parcours historiques des voyageurs en Amérique, et même, on peut même aller jusqu'en Acadie, j'imagine, avec tout ça. Oui, parce qu'on regarde ici, nos grandes prairies, c'est parce que les voyageurs, tout d'un coup, après 2 jours, 3 jours dans la forêt, tout d'un coup, ils sortent, et oh, une grande prairie. Ouais. Puis il y avait la rivière Boucan, qui était ensuite renommée le Smoky. Et ici, il y avait une très grande population, non seulement de métis, des métifs, mais aussi des Iroquois catholiques francophones qui sont établis dans cette région. Donc, on voit, cette région, c'était vraiment à l'époque de la traite des fourrures. Il y avait le fort Dunvegan, mais c'était aussi l'endroit où on faisait le chasser le bison.
pour ensuite envoyer la peau, le babiche, mais aussi le cuir de l'autre côté des montagnes. C'est pour ça qu'on a engagé un monsieur Tête Jaune, Pierre dit Tête Jaune, un Iroquois, pour dire, pouvez-vous nous trouver un raccourci? Puis c'est à ce moment qu'il a trouvé, vous connaissez bien sûr, le Yellowhead Trail, le Yellowhead Pass. C'était une façon d'avoir le raccourci d'aller d'ici à là-bas pour sauver de l'argent. Ah, OK. Toute une épopée. Hein? Finalement, on comprend des gens débrouillards, aventureux et aventuriers. Et tranquillement est née cette communauté qui a fleuri, qui a grandi. Alors, on va arriver maintenant à la partie proprement dite de la colonisation de l'Ouest. Je vais en parler avec d'abord Denis Perrault. La colonisation de l'Ouest, ça, c'est à partir de 1820 à 1950, assez certainement. Bon. Qui ont été les premiers à revendiquer des services en français dans l'Ouest, Denis? Ben, c'est absolument sans doute les métis franco-catholiques. Ouais. Justement, dans ce que Michel raconte, les alliances qui se bâtissaient entre ces voyageurs-là qui venaient dans l'Ouest, ils rencontraient les chefs de tribu, puis ils établissaient des liens commerciaux, et très souvent, ça devenait des liens familiaux. Mm-hmm. Donc, les voyageurs étaient le père, la mère était issue de la tribu. Sur les prairies, c'était souvent de la nation Cri, mais ça pouvait être Ojibwe et Dene, entre autres. Et donc, l'influence du père souhaitait que les enfants puissent accéder à une éducation. Puis après qu'on a commencé à avoir une certaine densité de population dans les années 1820 environ, des cardinals, des pichets, c'est des familles métisses. Et ils sont au courant qu'il y a des missionnaires qui sont arrivés à Saint-Boniface à partir de 1818. Oui. Donc, ils se rendent de Lac-la-Biche, de la région de Fort Edmonton, ils se rendent jusqu'à Saint-Boniface pour pétitionner, pour avoir des missionnaires qui viennent. Okay. Donc, ça fait drôle peut-être de dire les services en français, mais en réalité, à l'époque, les services étaient offerts par les missionnaires. On pense école, orphelinat, éventuellement hôpitaux, etc. Et les missionnaires qui étaient francophones, qui oui. parlaient français, bien sûr. Et c'est ça qu'ils revendiquaient, c'était d'avoir accès aux sacrements. Et... Mais c'est ça. Mais pourquoi sont venus les missionnaires, au fait? Bien, je veux dire, évidemment, il y a la course entre les protestants et les catholiques pour les âmes de l'Ouest. Donc, on savait très bien que les méthodistes se rendaient puis établissaient des missions, et les catholiques ne voulaient pas tomber par en arrière. Mais il y avait aussi, je veux dire, l'évêque, lorsque l'évêque Plessis, Monseigneur Plessis, quand il a autorisé l'envoi des premiers missionnaires, c'était avec une mission qui est en fait assez unique pour l'époque, et c'était de non seulement aller prêcher la parole, mais c'était aussi une mission interculturelle en quelque part. C'était d'apprendre des langues, c'était d'entrer en contact avec les peuples autochtones. Et c'est pour ça que quand on regarde les dictionnaires du 19e siècle, 20e siècle, il y a plein de dictionnaires français écrits, français Dene. C'est parce que ça faisait partie de la mission. Okay. Et aussi avec de plus en plus de voyageurs engagés, employés de la traite de fourrure, métis franco-catholiques, c'est sûr qu'on trouvait que c'était la déroute. Quand il y avait les prêtres voulaient s'assurer la perdition des âmes, donc il fallait être aussi présent que possible. Donc c'est à partir de 1838 que les premiers missionnaires se rendent en Alberta. OK. Puis le parcours migratoire des Canadiens français, on parle beaucoup de l'Ouest, mais ça ne s'est pas résumé qu'à l'Ouest. Ça a été partout, là, les États-Unis. Oui. Et moi, la colonisation, je la définis un peu différemment que ce qu'on discute aujourd'hui quand on parle de la colonisation, les colons, settler, settlement. Ouais. Moi, vraiment, ce que je définis comme colonisation, c'est ceux qui restent. Donc, beaucoup de ces familles voyageurs, missionnaires, etc., c'est du va-et-vient en quelque part. C'est vraiment à partir de l'époque de 1870 et plus qu'on commence à avoir des colons qui s'établissent en permanence. Les descendants des Loriot, par exemple, les Lamoureux, les ascendants des Perrault qui sont venus de la Belgique. Et le lien avec les missionnaires, c'est que au fur et à mesure qu'on avançait dans ce projet-là, on faisait du recrutement. Même qu'il y avait des prêtres attitrés, on les appelait des prêtres colonisateurs. Okay. Et on allait au Québec, on allait aux usines des États-Unis, parce que comme le maire Labon a mentionné tantôt, un tiers de la population canadienne-française quitte le Québec et s'en vont là. Donc, beaucoup des familles, dont les Lamoureux, en fait, viennent des États-Unis. Donc, après des circonstances que j'ignore, dans les usines du nord-est des États-Unis, ils veulent quand même poursuivre une vie agricole, puis c'est dans l'Ouest que ça se passe. Donc, ça dure une 60aine d'années, puis après, ils ont plié bagages, ça ne marchait pas bien, ils sont repartis. Non, je veux dire, la colonisation, c'était
C'était un fait réussi. Oui. Ce qui n'était pas réussi, c'était les nombres. On voulait un grand soutien pour la colonisation massive vers l'Ouest. En fait, le prêtre colonisateur qui est venu chercher mes ancêtres rêvait, avant le 20e siècle, d'avoir 100 000 francophones entre Saint-Boniface et le Pied des Rocheuses. C'était son ambition, et ce n'est pas arrivé. Les prêtres dans les paroisses québécoises décourageaient la migration. Aux États-Unis, autant que dans l'Ouest, on parle d'une époque après la pendaison de Riel, et au Canada français, c'est vu comme un geste de violence, de refus violent du fait français et du fait catholique dans l'Ouest. Ça enlève l'idée de venir faire un tour, oui, je comprends. Ouais. Donc, les circonstances sont vraiment pas bonnes pour le recrutement, disons. Bon, maintenant, on a évoqué la pendaison de Louis Riel. Abordons une période sombre qui a duré quand même à peu près une trentaine d'années, de 1985 à 1916. Denis Loriot, selon mes chiffres, ici en 1885, 60 de la population recensée du nord de l'Alberta d'aujourd'hui s'identifie comme étant de langue française. Et ça n'inclut pas les Premières Nations pour qui la langue n'a pas fait l'objet des questions. Là. Donc, en 1885, c'était une forte proportion. Qu'est-ce qui s'est passé après pour que ça périclite? Comme Denis a mentionné tantôt, on a eu la pendaison de Louis Riel, la rébellion de 1885. Alors, pour beaucoup de gens du Québec, ils voyaient l'Ouest comme un endroit hostile. Ouais. Et aussi, c'est qu'il y avait une tendance au Québec là, de faire une migration nord-sud plutôt qu'est-ouest. Alors ça, c'était un facteur qui a contribué. Mais également, en 1800, dans le dernier gouvernement de John MacDonald, son ministre d'immigration, c'était Clifford Sifton. Alors à ce moment-là, le gouvernement avait déjà acheté la terre de Rupert et territoire du Nord-Ouest, qui avait acheté ça de la Grande-Bretagne. Et il voulait peupler les prairies. Sifton, lui, étant un orangiste, ne voulait pas le peuplement de francophones catholiques. Et puis, ce qu'il voulait, c'était des gens agriculteurs du centre de l'Europe. Alors, ils sont allés chercher les Ukrainiens, les Polonais. Il y a eu une grande migration de ce côté-là jusqu'en 1905, la date où on a fondé la province de l'Alberta. Après Clifford Sifton, c'est Frank Oliver d'Edmonton qui est devenu le ministre d'immigration. Lui, il ne voulait plus faire venir les gens du centre de l'Europe, mais il voulait faire venir des gens qui étaient vraiment british pour avoir une meilleure société. Alors, en allant de 1885 jusqu'à 1911, les politiques d'immigration canadienne défavorisaient la venue des francophones et favorisaient des gens de n'importe où ailleurs que de la France, de l'Europe et du Québec. Donc, il n'y avait plus de légitimité dans l'éducation. Les générations de francophones sont assimilées à l'anglais. Au 20e siècle, il y a combien de pourcents en ce moment, on est à peu près à 2 de français de langue première. Si on compte, en Alberta, si on compte ceux qui parlent le français, c'est à peu près à 7 Mais aussi, avec ces vagues-là d'immigration, il y a aussi eu des gens de l'Ontario. Je ne sais pas s'il y en a de vous qui savez peut-être que John MacDonald était un orangiste. Puis beaucoup des gens de l'Ontario qui sont venus dans l'Ouest étaient des orangistes. Eux autres, ils voulaient faire disparaître le fait francophone et les papistes. Ouais. Alors, il y a eu des efforts consciencieux pour... l'enseignement du français est devenu illégal. Alors, une conscientisation de la société pour faire disparaître ce fait-là dans l'Ouest. Donc, ça a été un renversement complet en très peu de temps, passer d'une majorité francophone d'expression à complètement l'éradication. Oui, Denis? Juste, moi, je n'aime pas entrer trop dans ce discours-là les mots des Anglais puis tout ce qu'on veut, mais... c'est un phénomène historique. C'est un phénomène, je veux dire que si on lit le Hansard, qui est le procès-verbal du Parlement, on voit ouvertement qu'on dit il faut avoir one nation, one language. Quand on fait la recherche dans la question du Nord-Ouest,
c'était des politiques pour s'assurer l'assimilation et c'était vu comme une bonne chose. Pourquoi le cacher? Ouais. Mais c'était une campagne sans arrêt pour s'assurer que... C'était l'époque. C'était l'époque, absolument. C'était l'époque qui voulait ça comme ça. Et puis, restons justement dans cette transition plus ou moins confortable avant de, vers la fin, aboutir à aujourd'hui. Ça va nous amener maintenant à ce qu'on appelle la petite rupture, avant qu'on parle de la grande rupture. La petite rupture, ça s'est passé entre 1850 et 1900. Qui va nous parler de la petite rupture? Denis? Ben, Denis avec un S? On l'a couvert pas pire dans le sens où je pense que c'est intéressant dans le sens de voir les rapports entre le Québec et le reste du Canada. J'ai fait quelques allusions dans le projet de colonisation, le projet de recrutement de colons franco-catholiques, que les efforts n'étaient pas soutenus. Et à ce moment-là, quand on regarde dans la littérature, Monseigneur Taché, par exemple, se plaint très tôt du fait qu'on ne soutient pas le projet de colonisation. Et on le met dans les termes que c'est difficile de justifier un projet pan-canadien lorsqu'on n'a pas vraiment une vision pan-canadienne du Canada français. Un autre exemple de ça, c'est il y avait des sociétés nationales à l'époque, comme la Société Saint-Jean-Baptiste, établie à Saint-Albert en 1888, à Calgary en 1892, à Edmonton en 1894. La Société du parler français. C'est toutes sortes de sociétés importées du Québec. Mais on voit assez vite que ce ne sont pas des sociétés qui sont viables. Ça survit très rapidement pour faire place plutôt à des organisations conçues localement. Donc, c'est là où on a l'Association canadienne de l'éducation de langue française au Manitoba, ça se peut que je me trompe, c'est ça. On a l'Association franco-catholique de la Saskatchewan, l'Association catholique franco-canadienne de la Saskatchewan et la CFA ici. Et c'est plutôt une organisation paroissiale. Donc, on commence déjà à cette époque-là à faire un certain repli sur soi pour s'organiser nous-mêmes contre les forces qui sont souvent provinciales, politiquement. C'est là-dedans qu'on vit très tôt au 20e siècle. Puis, entre 1850 et à peu près 1940, la migration du Québec était vraiment vers le sud, vers les États-Unis. Oui, ouais. C'est ça, vers les filatures. C'est ça. Et puis aussi, on a mentionné 1885, tantôt avec la rébellion dans l'Ouest, mais avant ça, en 1870, quand la province du Manitoba a été créée, c'était encore Louis Riel qui revendiquait pour les terres pour les Métis dans la région de la Rivière-Rouge et le reste de la terre de Rupert. Alors, le gouvernement du Canada en avait soupé, ça faisait 15 ans, hein, et puis s'était dit, ben, ça n'arrivera plus, ça. Ouais. Alors, il y avait vraiment une attitude là, que l'Alberta puis la Saskatchewan, là, ça va être des provinces anglaises. OK, puis on va donner un exemple solide, là, je comprends. Okay. Michel? Oui. Mais aussi, la différence, si tu regardes la Nouvelle-Angleterre, il y avait un train, ça ne prenait pas trop longtemps. Puis très souvent, comme si on regarde le travail de Yves Roby, c'est les gens ne disaient pas « je m'en vais pour toujours ». C'est « je vais aller travailler pendant quelques années avec la famille, on va chercher de l'argent, on va revenir payer nos dettes ». Apprendre l'anglais. Apprendre l'anglais, revenir avec de l'argent. Mais... comme mon grand-père dit, oui, j'étais falaire, puis 70 ans plus tard, je suis encore ici. C'était un petit peu, ils sont devenus des immigrants à force des choses, mais ce n'était pas nécessairement le plan au début. Oui, que je comprends. Ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est qu'en Colombie-Britannique, dans la région de Kelowna, et puis à Banff, il y a beaucoup de Québécois, des jeunes étudiants qui viennent travailler l'été. Oui. Puis il y en a qui se sont établis, puis qui demeurent maintenant 40, 50, 60 ans plus tard. Puis alors, il y a une migration de francophones de ce côté-là. Ça, je trouve ça intéressant. Oui, ça continue finalement. Il y a toujours le désir d'explorer, les voyageurs, les explorateurs, ceux qui veulent vivre une aventure. Hein? Je serais curieux de voir dans la salle combien de personnes qui sont venues dans l'Ouest pour juste un été ou juste une année, puis sont restés. Je vous le dis, là. Ah, wow! C'est commun. oui, c'est un grand classique. Hein? On va glisser quand même assez rapidement parce qu'on veut s'en venir à aujourd'hui, mais on parlait de rupture. En 1960, il y a eu ce qu'on appelle les grandes ruptures. Quelqu'un veut m'en parler? Bien, les années 1960, il faut situer que c'est quand même une époque où il y a des mouvements de révolution, de post-colonialisme partout dans le monde. D'affirmation. D'affirmation nationale. Oui. Et évidemment, le Canada n'est pas exclu. La Révolution tranquille, on connaît bien.
Il y a même des chercheurs comme Claude Couture au campus Saint-Jean qui citent les révolutions tranquilles, disant que c'était au Québec, mais également en Acadie, dans l'Ouest canadien, on voit une affirmation d'une identité canadienne-française et qui se manifeste partout et qui a comme résultat, il faut l'avouer, quand même un certain... c'est quoi l'expression, là? On relaxe un peu les règlements sur la question d'éducation, ainsi de suite. Mais la façon que cette affirmation se manifeste, je pense que ça se résume le mieux quand on regarde les États généraux du Canada français qui ont eu lieu en 67 et 68. Et en particulier, il y a une résolution. Donc, on peut imaginer une rencontre comme ça, 1300 personnes, desquelles 1150 sont du Québec et une 150aine là, qui viennent d'ailleurs au Canada, dont une douzaine de l'Alberta. Et puis, il y a une résolution qui dit que le Canada français constitue une nation et le Québec est son foyer principal. Donc, c'est une résolution qui passe unanime parmi les gens du Québec. Il y a, dans l'Ouest canadien, on vote contre ou on s'abstient. Donc, c'est un moment de rupture où il y a un certain repli dans la définition de la nation canadienne-française pour que ça devienne une nation québécoise. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on parle beaucoup plus de franco-albertain, franco-manitobain, Acadie, du Nouveau-Brunswick. Donc, on se provincialise un peu mutuellement partout au Canada à cette époque-là. Et on vit encore avec ça. Et c'est pour ça qu'on a maintenant un lexique de communautés francophones et acadiennes ou francophonie canadienne. Et on danse un peu autour du verbiage, autour de ces questions-là. C'est toutes ces appellations-là. J'aimerais rajouter aussi, dans les années 60, le gouvernement savait qu'il y avait des tensions au Québec. Il appelait ça the Quebec Question. Et puis, pour essayer de répondre à cette situation-là, ils ont créé la commission B&B sur le bilinguisme et le biculturalisme. C'est à ce moment-là que le gouvernement du Canada a dit, bon, ben c'est vraiment... On a deux langues, on va créer deux langues officielles, mais ils voyaient davantage une notion de multiculturalisme. Alors, ça s'est produit pendant les années 60, mais aussi à ce moment-là, le gouvernement, c'est à ce moment-là qu'ils ont adopté le drapeau canadien. Avant ça, on avait le drapeau avec l'enseigne britannique. Avant ça, on chantait le God Save the Queen. Puis là, dans les années 60, on a eu notre hymne national. Alors, il y a toute pas une ouverture d'esprit, mais une conscientisation qui s'est faite par rapport à c'est quoi d'être Canadien. Et je crois qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, on est encore en train de se poser cette question-là, puis essayer de clarifier qu'est-ce que c'est que ça veut dire. Puis je sais qu'au niveau de la francophonie, on est ici, c'est quoi la francophonie? Puis, alors, ça continue. On est un nouveau pays encore en train de se définir. Exact. Oui, Michel. Oui, bien aussi, les changements économiques aussi. Si on regarde la francophonie en Alberta, il y avait plus de personnes dans des villages comme Donnelly ou Fallard dans les années 1920 qu'il y en a aujourd'hui. Puis la raison, c'est simple. Si tu avais chaque quart de terre, tu avais une famille avec 7, 8, 9, 10 et 14 enfants. Là, ça fait du monde. Mais ce qui est arrivé dans les années 50, 40, 50, 60, les tracteurs arrivent. Tout d'un coup, au lieu de prendre, il fallait une trentaine de personnes ou plus pour faire la récolte d'un quart de terre. À ce temps, tu as une personne avec un moissonneuse-batteuse puis un autre camion qui peut le faire dans une journée. Donc, c'est tout d'un coup, tu avais ces personnes qui n'avaient plus d'avenir sur la ferme, puis ils ont été à la ville. Puis tu n'avais pas nécessairement une ville francophone, donc il y a ce mouvement, puis sans voir les institutions, les écoles et tout le reste, il y a eu l'assimilation. Et les petits villages qui restaient, tu n'avais plus le nombre de personnes, la possibilité d'avoir le même type de culture. C'est là qu'on voit à quel point c'est fragile, le fait de la résilience, cette résilience du fait francophone. Et c'est d'autant plus impressionnant de voir aujourd'hui où on est rendu, d'avoir un réseau comme celui-là et de voir à quel point on a eu des exemples aujourd'hui, à quel point on s'organise et on veut et on fait en sorte que ça fleurisse. Vous avez, Denis Loriot, travaillé justement de très près avec la loi sur les langues officielles, tout ça. Donc, il y a quelque chose d'important qui s'est fait là. On a pu recommencer à avoir accès à l'éducation en français dans l'Ouest. Il y a quelque chose d'important qui s'est passé. La loi sur les langues officielles, c'était vraiment les services fédéraux. Et où ça a beaucoup changé au Canada, ça a été avec la Charte des droits et libertés en 82. Mais ça a découlé
suite à la commission BEB, puis c'était une progression. Le gouvernement d'antan voulait repatrier sa propre constitution. On avait maintenant notre drapeau, on avait notre hymne national, alors on s'alignait de ce côté-là. Et dans la Charte des droits et libertés, l'article 23 parlait de l'enseignement du français langue première. Et c'est là qu'on a commencé à avoir des écoles francophones. Petite parenthèse par rapport à ça, on disait ce matin, quand on parlait du French Quarters à Edmonton, que la population francophone dans le coin là, était de 35 à 45 de français langue première. Quand on a créé la première école francophone à Edmonton, on l'a mis dans ce coin-là, et puis la population dans le temps était comme 2 de français langue première. Mais c'était avec l'idée que la communauté se rassemblerait autour de l'école. Et puis, c'est la première fois que j'entendais les statistiques d'aujourd'hui. J'ai été, tu sais, c'est comme... notre rêve a été un peu réalisé. Il y a encore du chemin à faire, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui se font qui sont vraiment positives. Oui, ça a marché, ça a marché. Tout passe par l'éducation, de toute façon, hein, à tellement de niveaux. Comment, tranquillement, on s'en va vers la fin, parce que je vous l'avais dit que ça passait vite. Quand on revient justement à l'histoire de cette résilience francophone-là, quand on voit à quel point ce sont des rivières souterraines hein, qui se rejoignent, à quel point le fait français, il est partout. Quand on cherche un peu, quand on voit à quel point les francophones, les Français d'origine ont voyagé partout à travers le continent. Si on ramène ça à la thématique ici, hein, on veut penser ensemble, tout le monde se réunit pour penser à bâtir des circuits où on met en valeur non seulement l'histoire, mais la saveur de chaque région. Comment voyez-vous, vous êtes historien, bon, chacun dans votre spécialité, comment voyez-vous le potentiel de ce genre de circuit-là, circuit touristique? Moi, j'ai toujours admiré la diaspora acadienne. J'ai toujours admiré, mais c'est sur le point de vue d'un récit historique, de l'idée que tu pouvais être acadien sans nécessairement être d'un pays ou d'une province, comme c'est hors frontières. Et pour moi, depuis qu'on commence à regarder la francophonie, nos francophonies respectives comme faisant partie de l'Amérique française, c'est un discours qui me parle beaucoup plus. Quand on regarde les cartes que Michel étudie puis qu'il fait, puis tu le regardes comme francophonie canadienne, ben, tu vois du monde qui font whoop, disparaissent, puis là, whoop, réapparaissent, puis c'est un drôle de parcours, puis il y a un sens qui est absent quand on le regarde comme ça. Oui. Donc, moi, je trouve que une chose unificatrice, c'est si on prend cette optique-là sans frontières. Et on retourne un peu à la géographie naturelle, incluant l'Europe, puis l'océan et tout ça. Donc ça, c'en est un. Je pense aussi, je ne peux pas m'empêcher, puis je pense que c'est un peu ça qui est venu pour inspirer le titre de développeur et tout ça, c'est qu'on soit venu comme voyageur en canot, comme colon à cheval ou sur le train. Aujourd'hui, les gens viennent dans l'Ouest dans leur troc ou par Air Canada ou WestJet, je sais pas. WestJet hier soir à minuit. Oui, WestJet. Mais c'est toujours pour chercher quelque chose de meilleur. Pour quelconque raison. Ce n'est pas juste matériel, c'est pour une raison ou une autre. On est motivé et ça a toujours été ça. Et l'idée que c'est toujours ça, je trouve intéressant. Puis, le dernier point, ça me fascine quand on regarde la notion de colonisation versus immigration. Aujourd'hui, on parle d'immigration francophone. Mais quand on regarde dans les journaux, là, en 1898, on peut trouver une publicité dans un journal appelé l'Ouest canadien où on donne 12 conseils aux nouveaux arrivants. Ah oui? Puis c'est quoi? Okay? Si vous avez une job avant d'arriver, vous allez mieux réussir. Si vous avez un peu d'argent en poche, ça vous permet de vous organiser. Habillez-vous chaudement, assurez-vous parce qu'il fait froid. C'est toutes les mêmes choses. Il y a des ateliers dans les centres d'accueil aujourd'hui qui font ces mêmes ateliers. Ah, donc, on parle comme si des nouvelles affaires sont vraiment nouvelles, mais c'est surprenant à quel point c'est juste une histoire qui évolue de façon familière. Oui. Je dirais aussi que le tourisme culturel commence à intéresser davantage les gens et on commence à s'intéresser davantage à notre histoire. On a vu ça au Québec avec l'héritage historique, avec l'intérêt dans la généalogie et maintenant on commence à voir ça ailleurs au Canada. Alors, cette conscientisation fait qu'on veut vouloir savoir ce qui s'est passé
ailleurs. Puis on découvre que le français dans l'Ouest, ça n'a pas commencé avec Pierre Trudeau en 69. Ça a commencé dans les 1700. Ouais. Dans les 1740, quand les voyageurs sont venus ici. Puis, tu vois. Mais... Excusez, je veux juste faire une parenthèse aussi, parce qu'on faisait référence au fait que j'étais, du côté de ma mère, c'est des Lamoureux, puis que c'était une vieille famille. Et puis, souvent, sur les sites Facebook, moi, je vois des sites là, pour les descendants québécois, puis des choses comme ça. Puis, l'ancêtre du côté des Lamoureux est arrivé en 1663, puis il a marié une fille du roi en 1668. Ils sont descendus aux États-Unis en 1800, la famille, les descendants, 1850. Puis sont remontés ici en Alberta en 1870. Mais le point que je veux faire, c'est que j'ai jamais été québécois, moi. Je ne suis pas un descendant québécois, mais je suis un francophone de l'Ouest. Et puis, je fais partie de cette francophonie canadienne. Mais je me sens exclu. Il y a beaucoup de pratiques. Mes aïeuls, là, du côté des Lamoureux, ils faisaient de la cuisine québécoise, puis il y avait de la culture québécoise, mais c'est un petit peu un à côté. C'est difficile à définir. Hein? Mais il y a des gens comme moi qui sont ici, qui sont arrivés dans les 1600. L'autre côté de famille de ma mère, c'était des Rosiers. Eux autres, c'était en 1635. Alors, il y a des vieilles familles qui sont partout. Dans l'Ouest canadien, puis aux États-Unis également. Puis ça, je pense que c'est important à réaliser. Puis le dernier point que j'aimerais faire, c'est que dans les discussions qu'on a eues autour de Meach et puis Charlottetown, peu importe comment ça a fini, ça, on a commencé à parler de la francophonie en termes d'épanouissement plutôt que de préservation. Ça, c'était un gros changement qui s'est produit dans notre société. Puis aujourd'hui, on continue dans ces termes-là qu'on veut voir l'épanouissement des communautés francophones. Michel? Je dirais un petit peu rejoindre ce que M. Arsenault a dit aujourd'hui. Je pense que si tu veux vendre quelque chose aux touristes, tu dois vendre une certaine fierté, mais pour avoir cette fierté, il faut l'avoir pour soi-même aussi. Donc, mieux comprendre cette histoire, comprendre que ce n'est pas juste une communauté de losers qui ont fait des choses intéressantes, comme M. François Beaulieu, métif dans le Grand Nord, dans la région de Grand Lac des Esclaves. Il était là ainsi que deux Acadiens, Landry Doucette avec Mackenzie, qui a promis eux autres qui l'ont montré comment le faire. Il était un très bon marchand. Il mettait un poste contre l'autre pour avoir des meilleurs prix. Il a été s'établir la rivière au sel, parce qu'il y avait du sel. Il ramassait le sel, puis il le vendait à gros prix à la compagnie Le Baie-du-Son, parce que le sel, c'était bon pour préserver le poisson et pour remettre ça. Donc, c'était une histoire fascinante. Il a vécu, je pense, jusqu'à l'âge de 100 ans. Donc, c'est des Indus qui avaient des parcours intéressants, fascinants. C'est quelque chose qu'on devrait prendre une certaine fierté, ceux qui ont pu accomplir. Donc, ça donne une fierté à nous-mêmes qui nous sommes. Oui, c'est ça. Donc, je vous entends quasiment donner des pistes de réflexion aux gens bientôt autour de la table. Dans le sens que, et même on disait d'entrée de jeu, c'était Denis Perrault qui avait suggéré le sous-titre, l'histoire qu'on ne vous a jamais racontée. Parce que si on raconte l'histoire officielle, vous avez évoqué l'histoire de loser, c'est quand on perd, bon. Mais dans ce cas-ci, c'est mettre l'accent sur la résilience, le côté aventurier, persévérant, tenace des hommes et des femmes, parce que les femmes accompagnaient ces hommes-là. Vous avez parlé tantôt de ceux qui sont descendus puis qui sont remontés. Ils étaient quand même en couple dans cette histoire-là. Micro. Denis, OK. Une des femmes extraordinaires dans l'Ouest canadien, c'était Marianne Gabory, la grand-mère de Louis Riel. Elle s'est mariée jeune à Masconongé, je pense. Masquinongé. Moi, je trouve ça jeune, ça. Rendu à mon âge, moi, c'est jeune. En tout cas, elle s'est mariée, et puis le printemps, son époux, Jean-Baptiste Lagimodière, là, qui était voyageur, lui, il fallait qu'il déménage, puis qu'il fallait qu'il retourne dans le bois. Alors, il est parti, puis elle, nouvelle mariée, a dit, tu t'en vas pas tout seul. Elle est embarquée dans le canot avec lui, puis elle a traversé le Canada en 1808. Puis, elle a vécu au Fort Edmonton entre 1808 et 1811. Alors, ça, je pense que c'est la première femme blanche dans l'Ouest canadien. Ça mérite ça, d'être souligné, quelqu'un comme ça. C'est le courage, là, je ne peux même pas m'imaginer. Non, c'est incroyable. Ouais. Et puis ensuite, elle est reliée à la descendance de Louis Riel comme sa grand-mère, puis Jean-Baptiste comme son grand-père. Ça.
Vous savez ce que disait M. Arsenault, là? Je le redis, je le disais tantôt, expérience authentique, unique, originale, inventive, spontanée, réelle, en lien avec l'histoire humaine, sincère et digne de confiance. Si on met l'accent justement sur ces histoires incroyables, mais qu'on ne connaît pas, qui sont méconnues, mais quand on se les fait expliquer, on se dit, mon Dieu, mais comment ils ont pu faire? Et ça devient des histoires extraordinaires. Qu'on peut mettre en scène, qu'on peut évoquer de différentes façons. Là, après ça, c'est la créativité qui monte. Hein? Les premiers écotouristes, c'était les voyageurs. Ah! Mais Pensez à ça, là. Oui, 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 oui. Francophone, je veux dire. Oui, oui. Premier. Mais... Puis comment on peut faire, je commence un peu le brainstorming avant de le lancer dans la salle sur les tables, mais mettons, on jase, là, OK? Supposons qu'on prend l'histoire d'un pas connu du tout, mais qui est extraordinairement digne d'être raconté. Comment on pourrait s'y prendre? Faut voir comment on pourrait trouver l'endroit où il a vécu, ou créer de toutes pièces un endroit, ou trouver des vestiges, ou fabriquer un produit qui porte son nom, ou comment on fait pour parler de lui? L'histoire du commerce des fourrures, c'est vraiment le Canada a commencé avec ça. Et puis, c'est ça, ça nous rejoint, ça, d'un océan à l'autre. Ouais. Ce qui était intéressant aussi, c'est que les voyages, les déplacements se faisaient à travers des rivières. Alors, c'était pas seulement est-ouest, c'était nord-sud. Les villes de Détroit, Chicago, La Salle, c'est toutes des villes qui ont été fondées, Saint-Louis, ça a été fondé par des francophones. Puis ça, c'était tout avec le commerce de la fourrure. Puis je pense qu'à part de l'histoire de Hudson's Bay Company qui a été racontée, on ne connaît pas le reste de cette histoire-là. Puis c'est là où nous sommes. OK. Donc, si on veut parler de corridor touristique, le nom ne plaisait pas à M. Arsenault, à trouver autre chose, mais en tout cas, bref, un parcours qui pourrait même relier différents coins du pays, c'en est une trace, ça, le parcours de la traite des fourrures. Hein? Pour ceux qui aiment faire des études aussi, du côté linguistique, on parlait là, de comment les francophones avaient appris plusieurs langues. Bien, ça, c'est une industrie, c'était pas de la fourrure, ça, mais ça a appuyé le commerce de la fourrure. Et le fait que le Canada, aujourd'hui, on a la traduction, l'interprétation simultanée, là, ben, on peut dire que ça a commencé il y a 400 ans, ça. Oui, alors, vrai. ça fait partie de l'histoire, ça, de raconter ces choses. Oui, Michel? Mais aussi, en même temps, je vais être un peu peut-être cynique, parce qu'en même temps, il faut aussi contrecarrer les mythes qui se créent par les autres nationalismes, y compris le nationalisme canadien. Donc, par exemple, on connaît les Mackenzie, on connaît les Fraser, mais la raison qu'on les connaît, on ne veut pas connaître les autres. Donc, puis même, on va retourner l'horrible Canada Story of Us. À un moment donné, on montre Mackenzie qui est en arrêt du canot, en train de grincer ses dents, puis c'est lui seul, je pense, tout seul. Mais disait, c'était un bourgeois, il n'aurait pas il n'aurait pas ramé, il aurait été dans le milieu en train de s'asseoir, puis c'est tout. Mais les autres, ils ne sont pas là. Il faut s'assurer du sérieux de ce qu'on promeut. Oui. L'expédition Lewis and Clark aux États-Unis, je pense que beaucoup en parlent de ça. Oui. Mais ils étaient venus au Canada chercher des Canadiens comme guides. Ah! Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas non plus. Je parlais tantôt aux gens qui sont venus de la Louisiane, puis j'ai dit, vous ne savez peut-être pas, puis il a confirmé ça, mais les 2 premiers émissaires en France des États-Unis, c'était Benjamin Franklin, qui est allé vivre en France pendant 6 ans. Il parlait français, Benjamin Franklin, ça, pas grand monde le sait. Et puis le deuxième, c'était Thomas Jefferson. Incroyable. Hein? Puis c'est lui qui était le président quand ils ont fait le Louisiana Purchase. Là, alors, l'histoire du français en Amérique est riche, mais on commence juste à la connaître. Imaginez le terrain de jeu que vous avez, c'est incroyable. Denis et Michel. Parce qu'on sait que les historiens sont souvent des gens d'affaires vraiment très réussis, avec des très bonnes idées, dynamiques et énergiques. Moi, je ne peux pas m'empêcher que de penser... Moi, je regarde beaucoup les téléréalités, mais qui traitent plus de tu sais, comme Alone, où il prend quelqu'un, puis il met en plein milieu du bois, puis il dit survie. L'autre, ça a été fait par le groupe au Manitoba, puis c'était des gens qui ont embarqué à... La Rochelle, merci. Ils ont embarqué à La Rochelle avec leurs œufs, leurs poules, tout ça, puis ils ont traversé. Il y a un appétit dans le public d'avoir ces expériences-là. La créativité, c'est de comment faire ça. Comme les gens font des randonnées dans les montagnes, là, ça prend des jours, c'est l'enfer, mais on veut faire ça pareil. Donc, y a-t-il quelque chose à développer là-dedans où, en plus de juste l'épreuve physique, on peut y ajouter
une saveur culturelle. Oui. Tu sais, y a-tu quelque chose autour de ça? Ça me vient à l'esprit, là, Ouais, parce merci. que c'est très populaire, ces choses-là. Oui, merci. Michel? Pour revenir, Denis, avec Lewis and Clark, tout le monde, les Américains connaissent tous Sacagawea. Même il y a une pièce d'art, il y a Sacagawea puis son bébé qui est sur son dos. Mais demande aux Américains le nom du bébé, puis personne ne va le savoir. Puis le nom, c'était Jean-Baptiste Charbonneau. Voyons. Oui. Parce que le père était Toussaint Charbonneau. Ah, incroyable. Et OK. Il y a tellement de choses à faire ressortir, à creuser, à débusquer pour pouvoir le faire briller puis s'en servir. Le temps file. On a déjà dépassé le temps, mais c'était passionnant. Merci. Est-ce que vous voulez bien applaudir nos panélistes?